c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, disait Descartes, que de vivre sans philosophie. Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Jean-Hippolyte, je voudrais pour commencer vous poser la question suivante. Pourquoi y a-t-il une histoire de la philosophie et quelle est la spécificité de cette histoire? Eh bien, je crois qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, du moins, on ne peut pas faire de philosophie sans faire aussi de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'histoire des grandes œuvres philosophiques, des grands systèmes du passé. Lorsque vous voulez, vous qui êtes professeur de philosophie comme moi, lorsque vous voulez initier quelqu'un à la philosophie, il faut le mettre en contact avec des philosophes du passé, exactement comme si on veut apprendre la poésie, il n'y a qu'une façon, c'est de lire des poètes. Seulement, cette histoire ne ressemble pas, par exemple, à l'histoire des mathématiques qui disparaît dans les mathématiques actuelles. Par exemple, là, nous savons pourquoi le nombre imaginaire a réussi. Nous le savons aujourd'hui parce que nous connaissons certaines structures. Et en somme, l'histoire des mathématiciens et des mathématiques n'est qu'une série d'anecdotes par rapport au fondement qui est tout actuel. Nous ne pouvons pas reprendre toutes les philosophies du passé et, en quelque sorte, les récupérer dans une philosophie actuelle qui oublierait cette succession pour garder une histoire récurrente, comme on dit. Sur ce point, faut-il conclure que la philosophie est plus proche de la poésie, par exemple, que des mathématiques? Ce qui intéresse le mathématicien, c'est la rigueur de la forme, dans un formalisme qui n'a rien à voir avec ce que les philosophes appellent quelquefois la forme. Les philosophes aussi veulent prouver, les philosophes aussi veulent la rigueur, mais le mathématicien arrive à dégager un système formel, une systématicité. Le système du philosophe n'y parvient jamais, bien que l'organisation de l'œuvre, la manière dont s'agence les preuves, soit fondamentale. Toutefois, avec le poète, car je ne vous ai pas répondu pour le poète, avec le poète, il y a ceci de commun, que le poète non plus, ce n'est pas le formalisme mathématique, mais il y a ceci de différent, que la visée du poète, c'est que ce soit beau, et que la visée du philosophe, c'est la vérité. Cette histoire de la philosophie, qui n'est ni l'histoire de la beauté des systèmes, ni l'histoire anecdotique des philosophes, je suppose. Sûrement pas. Qu'est-elle, finalement? Eh bien, elle n'est, il faut ajouter, ni l'histoire des savants, ni l'histoire de la science. Elle n'est pas l'histoire de la science, elle est différente. Il faut admettre que la philosophie existe. Ce premier point, n'est-ce pas, pour nous? Il existe des philosophes. Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant sont des philosophes. Mais alors, s'il existe des philosophies qui, comme celle de Malebranche, nient l'intérêt de l'histoire de la philosophie, ou comme celle de Hegel, l'absorbe et arrive finalement à la dissoudre,
n'est-ce pas déjà une affirmation philosophique particulière que d'affirmer, comme vous le faisiez au début, la nécessité d'une histoire de la philosophie? Je pense que toute la philosophie que nous connaissons, enfin depuis la philosophie des présocratiques, jusqu'à notre philosophie, jusqu'à Kant, marque un mouvement irréversible, va dans un sens irréversible comme le temps rempli, comme le temps plein. Et cette irréversibilité fait qu'aujourd'hui, la philosophie est une question pour elle-même, la métaphysique est une question pour elle-même. À partir de Kant en particulier, il y a quelque chose qui s'est produit et qui fait que la métaphysique est devenue sa question. Qu'est-ce que la métaphysique? Il ne s'agit plus de faire une métaphysique, une théorie de l'être ou une théologie, il s'agit de se demander ce qu'est cette métaphysique et dans quelle mesure elle est possible. Mais cette question critique n'est-elle pas, à certains égards, l'annonce d'une fin de la philosophie? D'une fin? De la métaphysique. Et peut-être même de la philosophie. Ah, c'est celle de la Terre qui s'est perdue. Vous le savez bien. Simplement, si vous voulez, les métaphysiciens du passé, les grands philosophes du passé, faisaient une théorie de l'être. Et ils faisaient aussi une théologie, en général. C'est cette théologie qui est aujourd'hui en question. Ce qui ne veut pas dire que la problématique de l'être, la problématique de la métaphysique elle-même, est terminée, est achevée. Ça veut peut-être dire qu'un système comme celui de Spinoza ou un système comme celui de Descartes n'est pas tellement systématique, mais même un système comme celui de Descartes est impossible aujourd'hui, bien que nous ayons absolument besoin de lire Descartes et Spinoza pour faire de la philosophie. Ah, ben, je voudrais tout de même vous interroger sur la nature de ce besoin, car si la question même, ou plutôt la formulation de la question philosophique s'est modifiée, si elle porte sur la possibilité de la métaphysique et non pas sur la possibilité de construire un système métaphysique, on peut se demander quel est l'intérêt proprement philosophique de l'étude des auteurs pré-critiques, en somme. C'est ça, il faudrait commencer la philosophie à Kant et ne pas remonter à Platon, par exemple. C'est un peu ce qu'il me semble résulter de ce que vous dites. Et peut-être difficile de me faire comprendre. Ça veut dire que les systèmes philosophiques du passé représentent une pensée du premier degré, si j'ose dire, qui ne sait pas penser elle-même. Mais ils nous donnent une sorte de pensée métaphysique existante, avec ce double caractère d'être le lien d'une matière et d'une forme. Je veux dire que la pensée d'un philosophe est une pensée qui se veut penser de l'être, qui se veut penser du contenu, pas comme une pensée mathématique, par exemple. Et qu'elle est en même temps une pensée qui se veut rigoureuse et non pas arbitraire. C'est elle, le savoir du savoir et le savoir de l'être sont solidaires. Simplement, le philosophe du passé ne se pose pas la question de cette possibilité, ou du moins, il se la pose implicitement. C'est nous qui retrouvons aujourd'hui dans ces philosophes une question qui est quand même en germe chez eux. Bon, alors, je résume un peu ce que vous avez dit et je le caricature par conséquent. La philosophie qui est le projet de penser l'être, au terme actuel de son devenir, est plutôt devenue pensée de cette pensée, c'est-à-dire tentative de fonder de façon critique la possibilité même d'une pensée de l'être. Et ce mouvement est au fond pour vous le mouvement même de l'histoire de la philosophie. Alors, je voudrais poser de nouveau, en somme, une question que je vous ai déjà posée. S'agit-il là d'une histoire, en un sens qui ne serait pas purement métaphorique ou analogique? Qu'est-ce que cette histoire comporte de véritablement historique? C'est que vous avez résumé ma pensée d'une façon que je n'accepte pas. Lorsque vous m'avez dit,
J'ai peut-être dit, après tout, qu'on allait de la pensée de l'être à la pensée de l'être. C'est bien ça, vous avez dit. Oui. Ça voudrait dire que le philosophe actuel est un pur philosophe critique qui examine les pensées qui sont des pensées de l'être, mais qui ne prétend absolument plus atteindre l'être, qui ne prétend absolument plus atteindre un contenu. Tout de même, vous avez bien dit que la question « qu'est-ce que la métaphysique ?» était Oui. au fond la question fondamentale de toute philosophie contemporaine. Oui, j'ai dit qu'il fallait que la métaphysique se mette elle-même en question, mais ça ne voulait pas dire que la métaphysique, en tant que question de l'être, était une question abandonnée. Simplement, la question de l'être et la pensée de l'être ne se pose peut-être plus pour un philosophe actuel comme elle se posait pour Malebranche, par exemple, ou même comme elle se posait pour Descartes. Ce qui ne veut pas dire que le philosophe n'est pas quelqu'un qui, à partir de l'existence de son temps, à partir de son existence, n'est pas quelqu'un qui touche l'être d'une certaine façon. Simplement, il ne pense pas l'être comme Dieu pourrait être la pensée de l'être. Il le pense comme un homme à partir de racines anthropologiques et existentielles, comme un homme qui n'est pourtant pas, pour autant, coupé de l'être. Nous en sommes. Mais cette pensée de l'être est évidemment une pensée dont nous n'avons plus l'ambition de faire la théorie comme ont pu l'avoir certains grands métaphysiciens. Je ne suis pas sûr que Platon, que vous savez, on a considéré comme un sceptique à certains moments de l'histoire, n'est pas quelqu'un qui erre, qui se promène, qui touche, qui doute, et dont au fond la pensée n'est pas un pareil système, comme ceux dont nous avons parlé tout à l'heure, mais une sorte d'enquête philosophique en même temps. Puisque l'intention qui animait les anciens systèmes de philosophie est désormais, selon vous, impraticable, accepteriez-vous que l'on parle d'une erreur de ces systèmes? Ou d'une erreur de ces philosophes? Non, je n'emploierai pas le mot erreur. Je n'emploierai pas le mot erreur. Parce que ce qui nous intéresse dans un système de philosophie, quand nous contemplons le système de philosophie, c'est le chemin suivi par le philosophe. C'est la manière dont il accède à la vérité. C'est aussi ce qu'il touche, bien sûr. De sorte que je vais quand même vous accorder quelque chose. Je vais vous accorder qu'en ce qui concerne la métaphysique comme telle, le tout, si vous voulez, de la métaphysique, on peut parler de quelque chose qui est dépassé dans une certaine mesure, que l'histoire a mis en question. Mais en ce qui concerne l'intérieur d'un système, ça me paraîtrait presque grossier de parler d'une erreur à l'intérieur d'un système philosophique. Il me paraîtrait, si vous voulez, difficile, par exemple, dans une classe de philosophie, de dire, ben voilà, Descartes s'est trompé sur le doute, ou Descartes s'est trompé sur l'exemple. Bon, je ne pense pas que la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe, bien qu'ils aient prétendu se réfuter les uns les autres, mais la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe est quelque chose qui ait beaucoup de sens, je ne crois pas. Alors, par exemple, s'agissant de Descartes, Oui. puisque vous l'avez cité, qu'attendez-vous de lui? Écoutez, j'attends deux choses. C'est comme vous savez un grand philosophe et sa pensée représente un système qui a un ordre des raisons, n'est-ce pas, dans lequel la pensée s'efforce d'être cohérente et de montrer quels sont nos moyens de connaître et ce que nous atteignons dans la connaissance. J'attends de Descartes la pensée totale de Descartes, l'œuvre cartésienne, la pensée qu'il a apportée. Et il y a aussi le poids de cette pensée dans la suite des métaphysiques, dans la succession philosophique, historique. Le doute cartésien, peut-être qu'il n'a pas assez douté, vous me direz que je vais lui faire des reproches ou des erreurs, mais le doute cartésien est un mouvement qu'il faut toujours reprendre. Accepteriez-vous de dire que
Dans le cas d'affirmations qui nous paraissent paradoxales ou même scandaleuses, je pense, je ne sais pas, à la justification théorique de l'esclavage par Aristote, pour prendre un exemple banal. Accepteriez-vous de dire que dans ce cas, ce qui est en question, c'est précisément l'enracinement existentiel de la problématique que vous évoquiez tout à l'heure? Sûrement, oui. Une pensée philosophique a des racines existentielles. Et j'entends par là, elle est enracinée dans le temps et dans son époque. Bien que sa visée, sa perspective ne soit pas seulement cette perspective existentielle. Platon a pensé sauver la cité antique au moment où elle allait disparaître. Il n'a pas réussi à la sauver, d'ailleurs. Et il a fait ce que Hegel appelle la rose dans la croix du présent. Il en a donné une pensée qui a l'air d'une pensée éternelle, et qui vaut, d'ailleurs, à bien des égards. Et pourtant, nous savons bien que cette pensée est aussi un moment de l'histoire. Le philosophe pense son temps. Et il est difficile de couper la philosophie de ses racines existentielles, bien sûr. Mais dans ce cas, Oui. est-ce que la philosophie n'a pas sa vérité dans la non-philosophie? Ou est-ce que la non-philosophie n'a pas sa vérité dans la philosophie? Je vous réponds un peu facilement, un peu dialectiquement. Mais pourquoi voudriez-vous que ça reviendrait à dire que la philosophie n'est qu'une idéologie? Par exemple? Dans une époque. Eh bien, c'est ça que dans une large mesure je refuse. Je ne veux pas confondre une pensée philosophique avec une idéologie. Je pense qu'il y a un rapport étroit entre la philosophie et la non-philosophie, entre la philosophie et les conditions, entre le philosophe et les conditions de son temps. Le philosophe pense son temps. Il l'élève dans la pensée et il dépend de la non-philosophie dans la mesure, nous rejoignons ce que je vous disais, ce que nous disions du formalisme, mathématique ou pas, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une forme pure, et où le philosophe a des sources qui ne sont pas philosophiques. Mais il a des sources qui ne sont pas philosophiques. Si vous permettez, nous avons beaucoup parlé de système. Ne croyez pas que j'exclus de la philosophie de grands sceptiques ou de grands empiristes qui n'ont pas eu de système. Je tiens à vous le dire pour éviter qu'on puisse croire que pour moi la philosophie, ce sont seulement les systèmes. Le souci qui est le mien n'est pas tant de contester la conception de l'histoire de la philosophie que vous nous proposez, que de me demander si le mot histoire n'est pas ici équivoque. C'est-à-dire si entre l'histoire des historiens et l'histoire philosophique de la philosophie telle que vous nous l'exposez, il n'y a pas une ressemblance qui ne tiendrait qu'à l'emploi du même mot, à savoir le mot histoire. Oui, je crois que je vous accorderai presque tout ce que vous êtes en train de dire en ce moment. Le seul fait de dire que l'histoire de la philosophie n'est pas une histoire comme les autres, ça veut dire que le mot histoire n'a pas absolument le même sens. L'histoire de la philosophie est une histoire d'abord comme les autres, car il faut trouver les sources, il faut analyser un langage, il faut analyser une pensée, mais la comprendre. Que diriez-vous de quelqu'un qui, c'est bien, même en littérature, est-ce que vraiment il suffit d'analyser toutes les conditions d'un texte, d'un grand texte? Ne faut-il pas aussi en trouver la beauté, le sens esthétique? C'est exact, mais vous allez plus loin. Oui. Vous ne dites pas que la vérité philosophique est affaire de philosophes, ce qui ne serait évidemment qu'une banalité. Comme l'esthéticien dit que la beauté de l'œuvre est l'affaire de l'esthétique. Vous semblez dire que l'histoire même de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie comme devenir et non pas seulement comme vérité, est l'affaire du philosophe et non pas de l'historien. Voilà, je ne suis pas sûr que votre exemple soit adéquat, car l'histoire de l'art est une discipline historique. La beauté ne me paraît pas s'opposer au pluralisme des œuvres belles.
Il peut y avoir une beauté de Shakespeare qui n'est pas contradictoire, bien qu'elle soit fort différente de la beauté des tragiques grecs. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Il y a quelque chose qui nous gêne quand nous disons que deux systèmes philosophiques contradictoires sont vrais l'un et l'autre. Il semble qu'il ne puisse y avoir qu'une vérité. Non. Eh bien justement, sur ce c'est bien problème... c'est moi qui le dis, n'est-ce pas? Mais, ou alors que la vérité de l'être est d'un tel ordre qu'elle rend possible, comme je crois l'ont dit des historiens de la philosophie, comme Guéroult par exemple, la nature, l'essence de l'être et de la réalité est telle que des points de vue opposés peuvent exister sur cet être. Est-ce qu'il s'enchaîne? Est-ce qu'il y a un devenir? Je n'en sais rien. Vous me posez une question qui... Il y a certainement une historicité. Je vous ai dit, je crois, au début de cette conversation, que l'histoire de la philosophie ne pouvait pas récupérer les philosophes dans une sorte de perspective éternelle, comme le mathématicien récupère l'histoire des mathématiques. Donc il y a une succession. Donc il y a une apparition des systèmes philosophiques, une historicité incontestable. Mais la nature de l'être doit être telle qu'elle rende possible cette diversité, sinon cette opposition entre les systèmes philosophiques. Puisque vous vous refusez à concevoir l'enracinement existentiel de la philosophie sur le mode de l'idéologie, reste d'ailleurs à préciser peut-être le sens de ce terme, je pense que vous n'acceptez pas de vous dire, ou qu'on vous dise, marxiste. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas de rapport entre certaines philosophies et les rapports de production ou les conditions techniques de la production. Est-ce à la philosophie elle-même de penser ce rapport? Certainement. Aujourd'hui, elle doit les penser. Quand une philosophie n'arrive pas à penser ses propres sources, et elle n'y arrive jamais complètement. Quand je vous ai dit tout à l'heure que aujourd'hui la métaphysique se met en question, je pense qu'un philosophe ne peut pas ne pas s'interroger sur les conditions même de sa pensée, et en quelque sorte sur les sources qui ont alimenté cette pensée, qui ont pu être des sources religieuses, des sources économiques, techniques. Aujourd'hui, nous sommes au moment où la mise en question aussi de ce rapport entre les sources et la pensée philosophique existe. Ceci m'amènera à vous poser une question purement pédagogique, d'apparence pédagogique, à tout le moins. Quel usage, selon vous, peut-on faire de l'histoire de la philosophie dans notre enseignement de la philosophie? Une classe de philosophie. Et dans une classe de philosophie. Oui, pas dans l'enseignement de la licence ou de la... Non, une classe de philosophie. Dans cette chose qui a été admirable et dont j'espère qu'elle subsistera. Nous l'espérons tous. S'adaptant d'ailleurs à ce monde nouveau. Je ne veux pas dire que l'enseignement de la philosophie doit s'adapter, mais je veux dire que la participation de tous, y compris des scientifiques, à ce que la philosophie peut apporter, de libéral et d'ouvert, me paraît indispensable dans le monde actuel. Donc que la classe de philosophie ne s'adresse plus seulement à de soi-disant littéraires, mais qu'elle puisse s'adresser à tous, à ceux qui seront les ingénieurs, les savants, et qu'il puisse y avoir une année libérale. Mais revenons à votre question, qui est le rôle de l'histoire de la philosophie dans la classe de philosophie, proprement dans la classe de philosophie. Alors, il y a ce qu'il faut exclure et ce qu'on peut souhaiter. Je crois que sur ce qu'il faut exclure, on peut être très catégorique. Il faut exclure une sorte de manuel d'histoire de la philosophie qui, ne mettant pas en contact les élèves avec les grands textes ou avec les philosophes, leur fasse un résumé des systèmes, depuis les présocratiques jusqu'à Kant et Fichte, Schelling et Hegel. Il faut exclure ça. Et il faut exclure aussi une sorte d'éclectisme
qui consisterait à envisager les grandes questions philosophiques, l'empirisme, le rationalisme, tous ces non-anismes, et à chercher une solution moyenne. Hélas, il y a encore de cela dans beaucoup de manières de travailler d'élèves de philosophie, essayer d'opposer une thèse à une autre, de les combiner. Donc, au lieu de cela, les mettre, je crois que c'est l'essentiel, les mettre en contact avec un ou deux, le plus naturellement, c'est le meilleur, mais il est impossible de faire ça, de faire beaucoup de philosophes. Donc, les mettre en contact direct avec quelques grandes œuvres philosophiques. Et s'il fallait en choisir une seule, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, c'est évidemment Platon que je choisirais. La deuxième chose importante, c'est que le professeur de philosophie fasse comprendre à ses élèves que l'histoire de la philosophie n'est pas comme les autres histoires. Elle n'est pas une sorte d'histoire purement empirique, mais que la philosophie touche quelque chose et qu'elle n'est pas du même ordre. Faire comprendre l'originalité de l'histoire de la philosophie et mettre les élèves en contact avec un ou deux grands philosophes, voilà tout ce que j'attends de l'histoire de la philosophie en classe de philosophie. Vous avez dit tout à l'heure que vous choisiriez Platon. Et vous avez dit que les raisons en étaient très compliquées. Ne pourriez-vous pas tout de même nous dire quelques-unes des raisons de ce choix? Eh bien, d'abord, il n'y a pas de système de Platon, bien que ce soit une pensée systématique. Il y a une recherche, et le chemin même de cette recherche. Il y a aussi un rapport profond à son temps et à la vie humaine, Platon. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure du désir de sauver la cité grecque et presque du sentiment que cette cité était sur son déclin. Mais il y a quelque chose de plus fort aussi, c'est ce mythe à la fin du 7e livre, je crois que c'est le 7e livre de la République, où Platon compare l'homme actuel, ou Socrate dans Platon compare l'homme actuel à un enfant qui n'aurait pas su au début de sa vie que ses parents n'étaient pas ses vrais parents, et qui découvrirait un jour que les personnes qui l'élèvent ne sont pas ses parents véritables. L'homme est un peu comme cela, il a perdu l'obéissance aux traditions et aux coutumes, et il faut chercher par la raison, et par la raison seule, comment faire pour se conduire. Cette recherche qui n'est pas une solution, dont la solution n'a pas été donnée par Platon, cette voie de recherche, cette ouverture de recherche, il y a quelque chose qui me séduit, comme toute la pensée platonicienne. Je pense qu'il y a une façon de faire réfléchir le jeune philosophe sur la philosophie par Platon qui est inimitable.